Espérons que ça bien. Bonsoir à tous et tous. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des personnes de connectées. Non, je vois que pour l'instant, il y a 0 personne connectée, mais en même temps, on a 1 minute d'avance sur le timing. Donc, on va laisser avec Steve tranquillement les gens arriver, se connecter pour commencer. Voilà, voilà, voilà. 21h précise. Donc, on va voir si on a de la ponctualité du côté de nos auditeurs auditrices ce soir et voir s'il y a du monde qui se connecte. Ah, déjà 2 personnes connectées. Bien le bonjour aux 2 personnes qui sont connectées. Nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, on est ravis de vous accueillir. Pour autant, on peut pas on peut pas mettre de l'intimité, je dirais, sur qui regarde, parce qu'en fait, on ne sait pas, on ne voit pas les noms et prénoms des personnes. Donc, n'hésitez pas. Je crois que vous avez 6 personnes qui sont connectées. N'hésitez pas. Vous avez vous avez la possibilité de chatter, en fait, de commenter. Donc, si vous voulez nous mettre des petits coucous, dire bah voilà, c'est un tel, c'est une telle, avec plaisir. Comme ça sera plus facile de savoir qui est avec nous. En tous les cas, bienvenue ce soir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a déjà 6 personnes ponctuelles. Je ne sais pas, Steve, toi, si tu vois aussi qu'il y a des gens connectés ou s'il n'y a Non, que moi qui le vois. je vois rien du tout de mon côté. D'accord, ok. Donc bah, c'est moi qui ai la main par rapport à ça. Bon, comment vas-tu, Steve? Alors avant qu'on attaque, on va laisser les gens s'installer, etc. Ça va au top. Ça va au top? Ravi d'être présent avec toi, avec vous pour cette interview et partager de nombreux tuyaux sur cette transition pro. Bon, super. Alors j'ai Franck qui est connecté. Donc il nous a mis bonsoir Renaud et bonsoir Steve Legal. Bonsoir Bonsoir. Franck, bienvenue. Je sais Franck que tu es un fidèle de ce groupe Transition Pro. Tu participes très très souvent. Tu es là. Bonsoir messieurs. N'hésitez pas à mettre vos prénoms. Bonsoir, parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, on voit pas qui. Moi, je vois juste Facebook user et je vois pas qui c'est en fait. Donc n'hésitez pas à nous dire, voilà, comme Franck l'a fait. Bonjour, c'est Franck, etc. Comment il faut faire pour activer la caméra et le son. Alors, a priori, il doit y avoir une barre des tâches en bas de l'écran qui permet effectivement de voir le micro. Pour nous, c'est ça en tous les cas, en tant qu'organisateur. On voit le micro, donc il faut s'assurer qu'il n'est pas sur mute. S'il est sur mute, en fait, il y a une croix sur le micro. Et puis, idem pour la caméra, s'assurer en fait qu'il n'y a pas de croix sur la caméra. Voilà, voilà. 7 personnes connectées. Bon, bah super. Alors, rassurez-vous, hein, on va commencer à l'heure puisque les personnes qui sont connectées, qui ont eu qui ont eu la gentillesse d'être là dès le début, ben, on va pas faire trop traîner. On fait juste encore, on laisse encore peut-être aller 2-3 minutes pour laisser aux personnes se connecter. C'est Béatrice. Salut Béatrice, comment vas-tu? Nadia de Rabat au Maroc. Waouh, super, on nous regarde même au Maroc. Bienvenue Nadia parmi nous ce soir, ça c'est top. Donc voilà, encore on va se laisser 2-3 minutes pour que les gens arrivent tranquillement. Et puis voilà, alors toi Steve, tu habites dans la région lyonnaise, est-ce qu'il a fait beau aujourd'hui chez toi? Comment ça s'est passé? Exact. Je crois que la journée était plutôt un peu ensoleillée, un peu nuageuse. Ça a été une journée en famille, Ok, donc journée ok, repos. tranquille. Donc Bon, voilà. bon. On a Violette qui nous a rejoint aussi en ce moment. Salut Violette, coucou, bienvenue avec nous. Voilà, voilà. Alors allez, il est 21h03. On meuble encore un tout petit peu. 8 personnes maintenant sont connectées. Et je vous dis à 21h05, vraiment, on attaque pour pouvoir effectivement respecter. Alors le timing, alors voilà, en même temps, c'est dimanche soir, on est tranquille, c'est une soirée entre nous. Avec Steve, on se disait aussi pour pas trop empiéter sur votre soirée. Alors même si je pense qu'on va vous transmettre des messages intéressants et que vous aurez envie que ça dure, mais on va essayer de se caler sur 30-45 minutes. S'il y a des questions, bah, bien sûr, on ira au-delà et puis on va surtout complètement s'adapter. Mais en tous les cas, au démarrage, on est plutôt à dire 30-45 minutes. Hein, Steve, hein, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est très bien sur une Hein, ça te bonne va demi-heure, ça? un quart d'heure et tout pour Bon, échanger sur cette thématique. cool, très bien. Je vois que Marc est arrivé entre-temps. Il dit que le temps était mitigé sur Lyon. Marc, ok, super. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit je suis là, merci, mais je ne sais pas qui c'est.
Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à mettre vos prénoms. Comme ça, on pourra, voilà. Alors, aussi, durant ce live, vous avez la possibilité, bien sûr, de poser des questions. Alors, je dis pas qu'on y répondra forcément pendant l'interview, parce que sinon, ce sera peut-être plus compliqué. Mais en tous les cas, si vous avez des questions, on pourra tout à fait y répondre en fin d'interview avec grand plaisir. Parce que voilà, c'est important, il y a des messages qui vont être passés et du coup, vous aurez peut-être envie d'approfondir certaines choses. OK. Mais vous ne regardez pas le foot, messieurs? Bah non, on regarde pas le foot. Je sais pas qui a dit ça, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui doit savoir qu'on aime le foot. Je sais pas pourquoi, mais non, on regarde pas le foot, effectivement. La passion de l'accompagnement est plus forte que le foot aujourd'hui. Oui, exactement, exactement. C'est une très bonne remarque. Bon, allez, 21h05. On est parti? Allez, let's go. On est parti. Allez, merci à toutes les personnes encore une fois qui sont là. Bienvenue à toutes les personnes qui se sont présentées et celles qui, pour lesquelles j'ai pas eu le prénom, mais en tous les cas, qui sont aussi bien naturellement les bienvenus ici. Alors, pour commencer ce live, déjà, je vais vous redire quelques mots me concernant parce qu'effectivement, on est aujourd'hui. Tiens, bonsoir Patricia. Patricia du Canada, je précise. Donc voilà, on a eu le Maroc tout à l'heure. Maintenant, on a le Canada. Ok. Alors, je vais me redonner quelques éléments clés un petit peu me concernant avant bien sûr que je m'adresse à Steve parce que c'est mon invité ce soir et c'est lui qui va être intéressant d'écouter ce soir, mais vous resituez un petit peu le contexte. Donc moi, donc Renaud, j'ai un parcours en fait qui m'a permis, si vous voulez, grosso modo, de rencontrer plus de 5000 personnes, alors pas forcément avec des contacts directs, mais des contacts aussi indirects, mais qui ont toujours été en questionnement professionnel, c'est-à-dire comment je fais dans mon métier, voilà, j'en peux plus, etc. C'est compliqué, je suis perdu, etc., etc. Moi-même, j'ai rencontré parce que j'ai réalisé pas mal de transitions professionnelles dans ma carrière, j'ai changé beaucoup d'entreprises, j'ai changé souvent de métier, toujours à mon initiative, mais ça a toujours été compliqué parce que justement à l'époque, j'avais personne qui était avec moi et j'ai un petit peu fait les choses au feeling. Mais en même temps, alors ça au démarrage, je savais pas que ça allait me servir. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que justement ce parcours-là, il m'a permis justement de comprendre comment on pouvait réaliser une transition professionnelle et de remettre un petit peu les choses dans l'ordre pour justement pouvoir accompagner les personnes aujourd'hui. Alors, si vous voulez, et j'en terminerai juste avec ça en ce qui concerne ma présentation, moi aujourd'hui, lorsque j'accompagne les personnes qui sont dans une logique de transition professionnelle, l'objectif, c'est qu'en fait, il y a deux piliers forts. Hein. C'est je me découvre ou je me redécouvre, parce qu'effectivement, sinon vous n'avez pas besoin de moi, vous avez besoin de personne, c'est-à-dire que vous avez juste à aller chercher des offres d'emploi. Si vous n'êtes pas passé par la case, finalement, je me redécouvre et qui je suis vraiment pour pouvoir repartir sur quelque chose qui va me stimuler davantage. Donc, je me découvre ou je me redécouvre. Et deux, ensuite, je peux enfin travailler sur mon projet professionnel. Voilà ce que moi je propose un petit peu dans mes accompagnements. Donc ça, comme je vous disais, hein, c'est quelque chose, une chose très brève sur avec laquelle je voulais introduire. Mais ce soir, mon invité, c'est Steve, et c'est de lui que j'ai envie de parler, et surtout, c'est lui que j'ai envie d'entendre pour que justement, il vous fasse passer un message. Parce que Steve, comme je le disais, a effectivement une transition professionnelle très inspirante. Hein. Alors Steve, pour vous donner quelques chiffres clés, hein, c'est 13 années de sportif de haut niveau. Donc dans le football, donc voilà, hein, d'où la personne qui disait tout à l'heure, messieurs, vous ne regardez pas le foot. Donc ça y est, on a levé le voile. Steve et moi adorons le foot, mais Steve, la différence entre lui et moi, c'est que lui, il a vraiment été un vrai, comment dirais-je, professionnel, mais en tous les cas dans le haut niveau. Il a travaillé le football dans le haut niveau. C'est 5 clubs différents, dont un majeur qui est l'Olympique Lyonnais, hein, où il a fait en fait toute sa formation à l'intérieur effectivement de l'Olympique Lyonnais. Ce sont plus de 200 matchs en fait en haut niveau. Donc ça c'est important parce que du coup ça veut dire qu'on est au contact de stars, on est au contact de personnes qui sont dans un milieu bien particulier. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie Steve, je dirais sportif, mais il y a aussi la partie Steve donc après justement sa carrière professionnelle. Bien sûr il va nous parler de tout ça dans un peu avec un peu plus de détails, mais Steve c'est aussi de l'accompagnement. L'accompagnement de dirigeants, l'accompagnement de managers, l'accompagnement en général, mais ça, il aura l'occasion d'en parler. Steve, c'est également l'écriture de 2 livres, donc ça, faut le savoir. Steve est quelqu'un de très humble, il parle pas beaucoup de ce qu'il fait, mais il a écrit 2 bouquins, dont le dernier qui est Le paradoxe de l'échec,
d'accord? Donc un bouquin juste extra, moi que j'ai adoré lire, etc. En plus ça, il a eu la gentillesse de me l'offrir, Steve. Encore un grand merci à toi. Où il parle en fait de l'échec et ça, l'échec, bah, vous verrez qu'on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes parce que il a une vraie vision intéressante justement sur l'échec. Donc ce sont aussi des conférences. Et puis le reste, on verra plus tard, parce qu'effectivement, Steve nous dira un petit peu, nous en dira un peu plus sur son activité et ce qu'il fait aujourd'hui. Alors, Steve et moi, finalement, comment on s'est connus? Donc ça, pareil, hein, brièvement, vous expliquer un petit peu ce qui nous a amené à être face à vous aujourd'hui. Alors, on s'est rencontrés d'une manière un petit peu originale sur un forum de recrutement lorsque Steve était dans le club de l'AS du Cher. Et puis, on avait bien sympathisé à ce forum de recrutement. Et ce qui est juste extraordinaire, et moi j'adore le mot hasard, c'est que quelques mois plus tard, comme par hasard, on s'est retrouvé, écoutez bien le truc, hein, on s'est retrouvé en fait dans la même formation de coaching. C'est-à-dire que moi j'avais envisagé de me former dans le coaching. Steve était déjà coach, mais il voulait encore mettre une autre corde en allant dans une autre école. Et on s'est trouvé sans le savoir dans la même école. Bon, voilà, c'est un peu ça le hasard. Moi, j'appelle ça, comment dirais-je, j'appelle ça tout simplement en fait, la belle au bon endroit au bon moment qui s'est confirmé. Donc ça, c'était vraiment chouette. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard. Et puis ensuite, on s'est pas lâché. On a fait des conférences ensemble, on a fait pas mal de trucs ensemble et on va continuer à en faire. Et vraiment, moi, ce qui m'intéressait avec Steve, c'était justement cette transition professionnelle qu'il a pu effectuer et qui va, je pense, vous inspirer ce soir. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire un petit peu en introduction. Donc voilà, Steve, bienvenue. Merci d'être là. Merci pour ta confiance. C'est vraiment très cool de t'avoir avec nous. Merci Renaud, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, en ce dimanche soir. Déjà, je vous remercie pour votre présence par rapport à autant que vous prenez pour nous écouter, pour échanger sur cette thématique. On espère avec Renaud qu'on va vous apporter le plus d'informations possible sur cette transition pro et je suis ravi encore une fois d'être avec vous ce soir. Merci Steve, c'est cool. Merci à toi. Bien. Il y a quelqu'un qui a mis entre temps dans les commentaires magnifique livre. Donc voilà, tu as une personne qui a lu, au moins une personne qui a lu ton bouquin, deux avec Merci. moi, ça c'est sûr. Et je sais qu'il y en a plein d'autres bien naturellement, mais je voulais dire sur les personnes qui étaient connectées ce soir. Très bien. Voilà. Bon. Steve, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet, d'accord? Et en fait, moi, j'ai envie de te poser la première question. Et en fait, la première question, c'est de te dire, finalement, raconte-nous comment tu as commencé ta carrière et qu'est-ce qui t'a amené finalement sur le football? Eh je dirais tout. Pour moi, ça s'est passé naturellement. Ça s'est passé naturellement. Quand on commence le foot, quand on a 4-5 ans, on s'inscrit dans un club pour s'amuser, pour passer le temps. Enfin, le football reste quand même un sport populaire. Et puis après, on grandit, on se rend compte qu'on a peut-être quelques talents. Donc on va faire un essai à l'Olympique Lyonnais. Donc à l'âge de 11 ans, j'intègre le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Et puis on prend les année après année, on gravit les échelons, on rentre en sport-études, on commence à jouer dans le championnat de France à partir de 15 ans. J'ai eu la possibilité de faire des présélections en équipe de France à l'âge de 15 ans et tout, donc on continue de progresser. Et puis à l'âge de 17-18 ans, même si au fond de moi, quand j'avais 10 ans, il y a toujours ce rêve qui reste toujours ce rêve d'être sportif de haut niveau, d'être footballeur professionnel, sans même le dévoiler. Donc à partir quand on a 17-18 ans, où voilà, on commence à jouer à un niveau très intéressant avec le centre de formation, notamment l'Olympique Lyonnais qui est l'un des meilleurs de France, voire même d'Europe. Là, on se dit ok, il y a peut-être une possibilité, mais encore une fois, on est à cet âge-là, pour ma part en tout cas, c'était surtout inconscient. On est dans l'insouciance. Et voilà. Et puis à 18 ans, j'ai la possibilité d'intégrer le groupe professionnel. Donc moi, j'étais gardien de but. Pendant 2 ans, j'étais 4e gardien de but de l'Olympique Lyonnais. Donc ça remonte à maintenant il y a un peu plus de 15 ans. Simplement pour celles et ceux qui suivent le football, c'est lorsque l'OL a été champion de France lors des 2 premières années, de 2001 à 2003. Donc j'intègre le groupe professionnel, je prends part aux entraînements. Donc comme tu l'as dit, voilà, je côtoie des joueurs de renommée. Ça peut être Sonny Anderson, Juninho, ça peut être Sidney Govou, Vicage Dorasso, Eric Carrière, Nilsson, Grégory Coupet. Donc des joueurs qui sont quand même très très intéressants. Et puis après, j'ai la possibilité de signer pro, malheureusement pas à l'Olympique Lyonnais, mais à Besançon, dans un club de Ligue 2.
et voilà, la carrière, elle se lance de cette manière, même si je pense qu'elle a quand même débuté à l'âge de 17-18 ans, parce que au centre de formation, au championnat de France, on a déjà une rigueur, une discipline qui doit être indispensable, irréprochable. Donc je pense que ma carrière, elle a commencé bien avant mon premier contrat pro. Et puis après, voilà, bon, on vit de sa passion, on permet de, voilà, on passe les années après les années. Ok, cool. Et du coup, tu nous disais, Steve, en fait, que c'était effectivement vers l'âge de 11 ans que tu intègres enfin à 11 ans d'ailleurs, hein, que tu intègres le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Alors, tu as vu d'ailleurs pour la petite histoire, hein, je sais pas, j'imagine que je te connais très observateur, mais tu as vu qu'il y avait un lion derrière, hein, donc c'est pas le fruit du hasard. Donc voilà, Lyon, Olympique Lyonnais. Enfin bon, bah, petit clin d'œil, juste comme ça. En fait, est-ce que tu avais des personnes qui t'avaient quand même malgré tout déjà inspiré, ou tu t'étais dit tiens, moi j'ai envie d'être footballeur professionnel, c'est vraiment ce qui me donne envie. Est-ce que dans ta famille même, tu vois, tu avais des personnes qui t'ont inspiré à aller dans ce sens-là, ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Bon, après, j'ai eu mes parents qui m'ont soutenu quand même, qui, Hmm. qui m'ont poussé, qui m'ont soutenu dans le cheminement. Voilà, le fait de partir en Hmm. sport-études, c'est quand même pas facile. C'est voilà, c'est le planning, les journées, les semaines, elles sont chargées. Hmm. Je les voyais pas passer. Donc voilà, il y a eu un soutien quand même considérable de mes parents. Et après voilà, après c'est sur le terrain que ça se passe. Hein. Hmm. Même si les études sont importantes, il y a la réalité de terrain qui est indispensable. Et comme on dit Hmm. dans le sport, et puis notamment dans le foot, le rectangle vert ne ment jamais. C'est-à-dire on peut raconter toutes les Hmm. philosophies du monde. Une fois qu'on rentre sur le terrain, là c'est vraiment le concret qui passe à l'action. Donc Hmm. voilà, hormis le fait, non, il y a mes parents qui m'ont soutenu. Après, en termes d'inspiration, pas plus que ça. Bon, après, D'accord. on regardait les matchs à la télévision. Voilà, il y avait des joueurs, deux, trois joueurs Hmm. Hmm. qui on portait plus notre attention, mais rien de plus par rapport à ça. Ok. Alors tiens, j'ai une question. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé tous les deux, mais alors pour la petite histoire, ça c'est aussi le hasard forcément, mais même si moi je l'ai pas fait avec autant de brio que toi, j'étais aussi gardien de but moi à l'époque. Bon, bref. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'aller sur le poste de gardien de but? Parce que ça, je pense que ça. Alors on va se détacher bien sûr un petit à petit du côté sportif, etc. Mais pour autant, pour toi, est-ce que tu fais du lien déjà avec, tu vois, le côté accompagnement ou pas spécialement aujourd'hui? Euh, Quand tu poses la question, oui, il y a un lien parce que je crois l'une des qualités du poste de gardien de but, c'est l'observation, c'est l'analyse, et Mm. c'est Mm. comment gérer les temps forts et les temps faibles. Et par rapport à Mm. l'accompagnement, bah, le côté observateur, le côté analyse, il est indispensable avant de pouvoir prendre la bonne décision. Donc effectivement, Mm. quand tu poses la question, Ouais. oui, il y a un lien qui est énorme, et ça Mm. permet, j'aime bien le poste de Mm. gardien de but parce qu'il est indispensable déjà. Parce que quand il n'y a pas de gardien de but, ben, Ouais. ça va être compliqué de faire un match. C'est Un clair. joueur peut sortir, mais le gardien de but, sans gardien de but, ça devient indispensable. Et il y a ce côté décisif que j'aime beaucoup, ce côté décisif et Mm. ce côté Mm. aussi observation. On doit vraiment prendre en considération la situation dans sa globalité et non pas seulement sur un aspect. Donc c'est entre guillemets, c'est vraiment Mm. avoir cette capacité à être sur l'action, mais aussi à analyser la situation dans sa globalité pour éventuellement Mm. anticiper sur des choix de l'adversaire. Mm. Intéressant. Intéressant. Alors merci pour ce partage-là. C'est vrai que j'aime beaucoup moi qui fais ce poste-là, j'aime beaucoup ton analyse. Et effectivement, ça nous mène petit à petit à ce que tu es. Alors on y viendra un peu plus tard, hein, mais ce que tu es devenu aujourd'hui, en tous les cas la transition professionnelle que tu as entrepris aujourd'hui dans l'accompagnement. Si tu devais nous donner ton meilleur souvenir en fait dans le foot, ce serait lequel, Steve? Euh, J'aime bien le souvenir où c'est en 2009. À cette époque, je joue à l'US Raon l'étape. On est au niveau national 2, Ouais. c'est anciennement le CFA. Et on joue en Coupe de France en 32e de finale contre Grenoble, qui est à l'époque en Ligue 1. Mhm. Et malgré la défaite au penalty, je réalise une belle performance. Et là, je prends conscience que tiens, c'est possible peut-être que je retourne au plus haut niveau à ce moment-là. Donc, Mhm. pour moi, ça reste un grand souvenir parce que le fait de pouvoir rivaliser sur un match face à des joueurs de Ligue 1, on se dit tiens, Mhm. si j'ai réussi une fois, il est possible de réussir les fois suivantes. Donc pour moi, Mhm. ça reste un de mes meilleurs souvenirs footballistiques. Ok, intéressant. Merci pour ça. Et du coup, alors, à contrario, est-ce que tu as un souvenir qui justement est un peu plus difficile dans ta carrière de footballeur? Et si oui, Alors lequel? ouais,
Il y a un souvenir qui est, c'est paradoxalement, c'est 10 jours après ce match contre Grenoble, je me blesse au ligament croisé du genou. Et, Wow. euh, et ça, c'était l'ascenseur émotionnel. C'est 10 jours avant, on a la tête dans les nuages. 10 jours après, on descend totalement les pieds sur terre. Et, Hmm. euh, et là, ça a mis un vrai frein je dirais, à ma progression. Après, c'est pas une Hmm. excuse, hein, c'est pas la blessure, mais voilà, ça a été un Hmm. moment assez douloureux. Hmm. Ok. Intéressant. En plus, ça, tu parles d'ascenseur émotionnel. C'est vrai que, en plus, ça, j'imagine que ce détail-là, ou en tous les cas, en analysant les choses a posteriori, les émotions, on sait que dans l'accompagnement, c'est quelque chose de fort et que ça peut-être, c'est aussi peut-être ce qui t'a aidé, pardon, à te construire et à Mm. construire aussi peut-être les outils que tu utilises maintenant, justement, par rapport à l'accompagnement que tu peux faire sur le terrain. Effectivement, tous mes accompagnements sont vraiment construits autour de mes expériences dans le sport de haut niveau, Hmm. en tant Ouais, que ouais. joueur, puis aussi en tant qu'entraîneur. On n'en a pas parlé, mais j'ai également entraîné C'est au vrai. haut niveau. On y reviendra peut-être plus tard Hmm. par rapport Hmm. Hmm. Ok, très bien. Alors, du coup, donc ça pour moi, effectivement, hein, ce meilleur souvenir, enfin ce pire souvenir, pardon, c'est déjà un tournant dans ta carrière. Mais pour autant, je crois que tu as vraiment eu un tournant, alors qui est peut-être lié justement à cette rupture des ligaments croisés, mais où en 2010 finalement, il se passe quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe en 2010? C'est ça, je me blesse en 2009, je reviens plus ou moins bien au haut niveau, et en 2010, Mhm. je suis en fin de contrat, donc c'est dans la continuité Ouais. de cette blessure et tout. Voilà, je reviens pas comme je l'aurais aimé, donc 2010, je me retrouve Mhm. en fin de contrat et je me retrouve donc au chômage. Ça peut être paradoxal, mais on peut être aussi au chômage dans le sport de haut niveau. Ouais. Et oui, il y a ce qui se passe à la télévision, puis il y a aussi il y a l'antichambre du footballeur professionnel, Mhm. c'est à notre niveau, Mhm. et je me Mhm. retrouve donc au chômage. Et là, je commence à m'interroger sur la suite de ma carrière parce que j'ai 26 ans. Ouais, c'est ça, j'ai Mhm. 27 ans. Et je sais que quoi qu'il arrive, de toute façon, la carrière de football, elle va pas durer jusqu'à 55 ans. Donc, c'est important de la préparer, cette après-carrière. Et là, Mhm. je commence Mhm. vraiment à m'interroger sur qu'est-ce que j'aimerais faire après. Qu'est-ce que j'aimerais faire Mhm. et comment j'aimerais articuler mes journées après cette carrière. Mhm. D'accord. Et là, du coup, cette période de chômage, parce que comme tu dis, tu pointes du doigt, et merci de le dire avec toute ton humilité, c'est qu'en fait, effectivement, tu peux avoir été sportif de haut niveau et pour autant, à un moment donné, aller être chez Pôle Emploi, être inscrit chez Pôle Emploi comme demandeur d'emploi. Ça dure C'est combien ça. de temps, ça, cette période-là, Steve, en tant que Alors, demandeur d'emploi? elle dure 6 mois, mais je l'ai pas précisé, mais j'avais vécu une autre période de chômage plus tôt dans ma carrière. Là, je l'avais vécu pendant un an, donc j'avais beaucoup appris à ce moment-là aussi. Mais cette période de chômage en 2010, là, ça m'a vraiment interpellé sur la suite de ma carrière, où je me dis là, Hmm. c'est vraiment important de préparer cette après-carrière. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me former au métier de coach. D'accord. Ok, très Ça, bien. ça a été Donc, cette période. alors, pardon, excuse-moi, Steve, vas-y. Non, c'est bon, allez, j'en prie, Renaud. D'accord. Ok, donc c'est là où ça commence à mûrir. Mais du coup, est-ce que tu fais partie de ces personnes finalement qui ont eu, tu vois, le déclic un peu comme ça en me disant, c'est-à-dire un matin tu te réveilles et tu te dis, en fait, je veux faire coach et je veux faire de l'accompagnement. Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui a mûri avec les années et que tu as mis, je dirais, en musique à un moment donné. Comment ça s'est passé ça dans ton esprit? Au début, je suis parti vraiment dans ma recherche dans tous les sens parce que j'avais pas spécialement de passion, pas spécialement de motivation sur ce que je pourrais faire après. C'est en faisant des D'accord. recherches en étudiant que je me suis que j'ai constaté que le métier de coach c'était un métier qui me correspondait. Oui. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans cette carrière dans l'accompagnement, j'ai pris conscience que je pouvais apporter quelque chose de différent, notamment en me basant sur mes expériences dans le sport de haut niveau. Mais voilà, ça a été la Hmm. recherche. Ça a vraiment été de la recherche, un questionnement, une remise en question. Ça a été là, c'est important de mettre son ego de côté parce que finalement, moi, ma carrière, je suis pas convaincu de l'avoir. Ma carrière dans le sport de haut niveau, je suis pas convaincu de l'avoir réussi comme je l'aurais aimé. Et c'est Hmm. une question de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour rebondir et redonner un sens à mes projets professionnels. Ok, ok.
Bien, alors en fait, merci pour ça, Steve. Enfin, tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental qui, dans la transition professionnelle, justement, moi je peux retrouver avec des personnes justement qui viennent me voir. Euh, et en fait, ce point-là, c'est j'ai pas de passion et je sais pas ce que je veux faire. D'accord? Parce que bien souvent, on pense que réaliser une transition professionnelle, c'est parce qu'on a forcément une passion et qu'on va en vivre. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, réaliser une transition professionnelle, ça peut être ça. Ça peut être une passion, effectivement, et qu'à un moment donné, on en fasse un job. D'accord? Mais une transition professionnelle, ça peut être aussi justement d'aller chercher par soi-même, c'est exactement ce que tu dis, donc les recherches que tu as pu faire. Et c'est un petit peu ce que je disais en préambule en fait de notre entretien, c'est-à-dire que quand tu apprends, et c'est ce que tu as appris toi, de ce que j'entends en tous les cas, dans toute ta carrière de footballeur, quand tu apprends à te découvrir humainement, c'est-à-dire vraiment qui tu es toi intrinsèquement, à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent se dégager. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément qui est fondamental sur une transition, c'est que oui, il peut y avoir des passions et on peut enchaîner par rapport à ça, mais non, il n'y a pas y avoir de passion. Et dans ces cas-là, on est dans une logique de recherche, on est dans une logique d'introspection, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un Alors, élément fondamental de la transition. ça. Moi, cette passion de l'accompagnement, pour moi, elle était quand j'étais dans le sport de haut niveau, elle était inexistante. Et c'est en faisant des recherches et où je me suis vraiment rendu compte que le métier, les valeurs du métier correspondaient à mes valeurs. Hmm. Et surtout, je me suis posé une question, et c'est une question que je vous invite à vous poser. Est-ce que je suis prêt à payer pour faire ce travail-là? Hmm. Est-ce que je suis Quand tu prêt dis payer, Steve, est-ce que tu peux à payer, préciser? payer de l'argent, payer du temps, payer des D'accord. sacrifices? Ok. Et moi, la réponse, c'était oui, je suis prêt à financer moi-même la formation, je suis prêt Hmm. à Hmm. retourner à l'école, retourner sur les bancs pour étudier et tout. Et ça, c'est vraiment une question que je vous invite à vous poser, c'est que est-ce que je suis prêt à payer en termes de temps, Hmm. d'argent, de sacrifice Hmm. pour ce Hmm. métier? Et je pense que c'est un bon Hmm. indicateur par rapport pour est-ce que c'est Hmm. le bon choix finalement, du moins le bon choix. On sait Ouais. jamais si c'est le bon choix, mais Hmm. Hmm. est-ce que je vais apprendre à travers en prenant cette voie, est-ce que ça va m'enrichir, est-ce que ça va me nourrir? C'est ça qui est important de Ouais. considérer. En fait, ce que tu dis là, Steve, c'est un petit peu ce qu'on appelle, nous, alors dans notre jargon, mais qui est en même temps quelque chose de facile à comprendre, c'est le fameux pourquoi hyperpuissant, c'est-à-dire quelque chose en fait qui à un moment donné va te motiver, va te donner envie de. Et effectivement, quand à un moment donné, là tu viens de citer un exemple, hein, c'est-à-dire que quand tu mets la main à la poche par rapport à tes fonds personnels, quand tu vas faire un sacrifice par exemple familial, quand tu vas faire plein de petites choses comme ça, c'est ce qu'on appelle un peu le prix à payer, donc ça c'est le Mm. deuxième terme. Et que du coup, c'est un vrai signe de motivation. Je vois un commentaire qui arrive, je sais pas qui l'a écrit, mais oui, c'est effectivement un vrai signe de motivation parce que tu sais pourquoi tu te lèves le matin et C'est ça. effectivement, tu vas pouvoir avancer dans ce sens-là. Ok, non, ça c'est vraiment très intéressant de nous partager ça. Ah, toujours. Oui, ça va. Yves, tu m'entends? Ouais, je t'entends, Renaud. Je crois que j'ai touché avec un papier ma souris. D'accord. Mon... Waouh, ça m'a mis un grand coup de flip. Tout va bien, C'est on bon, est je suis tous là, il y toujours a là. toujours 10 est en bonne Je t'entends. compagnie, donc ça va bien se passer. Parfait. Je me suis décomposé à espèce de 30 secondes, je me suis décomposé. Ok, donc Franck, oui, c'est toi qui as dit le signe de motivation. Ok, super, merci Franck. Steve, là, tu vois, on a abordé deux, trois petites bricoles intéressantes, enfin même très très intéressantes, et notamment, je voudrais t'interroger un petit peu sur cette notion de l'échec, parce qu'en plus ça, c'est pas le fruit du hasard. Hein, si toi, tu as écrit ce fameux bouquin-là qui est le paradoxe de l'échec. Je voudrais que tu nous dises un petit peu en quelques mots finalement, quelle est ton approche de l'échec? Parce que pour reprendre, juste pour continuer à mettre du contexte, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, parce que tu as l'humilité de le dire, parce que tu le dis en conférence, parce que tu le dis souvent, j'ai l'impression d'avoir foiré en fait ma carrière. C'est le mot en fait hein, que tu emploies. Donc ça, c'est vraiment un mot fort et c'est encore une fois un signe d'humilité. Et aujourd'hui, bah, finalement, cette notion-là d'avoir eu l'impression de foirer ta carrière, ça te permet de pouvoir parler de l'échec avec force. Vas-y, donne-nous un petit peu ta vision finalement de l'échec, C'est ça. euh, si tu veux Alors, bien.
pour remettre dans le contexte, quand tu fais le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, c'est comme si on peut aussi dire, pour ainsi dire, tu sors d'une école de commerce qui est l'EM Lyon, par exemple. Tu vois, si on peut faire le parallèle avec le monde de l'entreprise. Donc, ça veut dire en termes de compétences techniques, en termes de connaissances, de savoir, t'es plutôt opérationnel. Donc, ça veut dire que t'es prédestiné, t'es peut-être programmé à jouer au plus haut niveau. Donc, ça veut dire en Ligue 1, en équipe de France, en Coupe d'Europe, voilà, à toucher vraiment le très haut niveau. Sauf que moi, je suis à des années-lumière de tout ça. Moi, j'ai plutôt végété en Ligue 2, National 2. Et moi, ce qui m'a toujours interrogé, c'est que c'est bien d'avoir j'avais les compétences techniques. Il m'a manqué vraiment des ressources pour avoir accès à ces compétences techniques à l'instant T, donc durant la compétition. Et ces ressources qui m'ont manqué, c'est plus sur l'aspect mental, sur l'aspect émotionnel. Parce que sur ce que j'ai compris par rapport à toutes mes expériences, à soit dans le sport ou même dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on travaille avec moi non pas par rapport à ce que je fais, mais par rapport à qui je suis. C'est-à-dire, c'est vraiment une question d'identité. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre vraiment d'une extrême importance parce que aujourd'hui, oui, c'est intéressant d'avoir des compétences techniques, c'est intéressant d'avoir des connaissances, des savoirs, mais si vous n'avez pas la posture derrière, si vous n'avez pas ce savoir-être, cette identité pour utiliser ces compétences techniques, ça va vous servir à rien. Et comme je le dis très bien au centre de formation de l'OL, c'est qu'on m'a appris à jouer au football, on m'a pas appris à être footballeur. Et ça fait toute la différence. Ouais. Et j'adore quand tu dis ça parce que c'est tellement puissant. La première fois que je t'ai entendu dire ça, effectivement, ça m'a vraiment interpellé parce que c'est vraiment très fort. Alors, je sais pas ce que nos auditeurs en pensent, hein, mais effectivement, c'est vraiment toute l'identité qui ressort autour de ça. Hein. Donc, tout ce que tu es en train de nous expliquer là, c'est clair. Ça. Et ça fait que comment parler de l'échec, ça veut dire que moi, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai toujours refoulé ma carrière de footballeur parce que j'avais plutôt honte du niveau auquel je jouais. C'est-à-dire que je me déresponsabilisais, je me victimisais plutôt par rapport à ce qui m'arrivait. Le jour où j'ai pris conscience que tous les résultats que j'ai obtenus, que ce soit les bons ou les moins bons, c'était uniquement moi le seul responsable. C'est-à-dire que je me suis responsabilisé et à ce moment-là, j'ai vraiment changé mon état d'esprit par rapport à ce que j'ai obtenu et j'ai pu capitaliser ces expériences. C'est-à-dire que c'est important pour sortir de l'échec, c'est important de sortir du résultat. Parce que quand on reste dans le résultat, on reste dans l'émotionnel. Et ce sont les émotions. Quand les émotions nous gouvernent, là, on est plutôt en réaction et non pas en action, en anticipation. C'est-à-dire que c'est important que oui, on obtient des résultats. Ok, mais quel comportement ai-je mis en place pour obtenir ce résultat? Et c'est important de se responsabiliser. Et plus on va se détacher du résultat, plus on va pouvoir se mettre au niveau des comportements et plus on va plus facilement accepter cet échec. Et encore une fois, c'est pas parce que j'accepte un échec que je deviens fataliste. Quand j'accepte, ça permet de m'ouvrir l'esprit, et quand j'ai l'esprit plus ouvert, ça me permet de mieux analyser mes comportements, mes stratégies que j'ai mis en place pour obtenir tel ou tel résultat. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'échec, la réussite, c'est un résultat, c'est neutre. C'est la manière dont on va l'interpréter. Et ce que je dis aussi, c'est que le plus important, c'est pas ce qui t'arrive, mais c'est la manière de répondre à ce qui t'arrive. Parce que c'est vrai aussi pour la réussite. On peut réussir. C'est pas parce que tu as réussi pendant 10 ans que tu vas continuer de réussir. C'est pas parce que tu as échoué pendant 10 ans que tu vas continuer d'échouer. C'est ta manière de réagir à ce qui t'arrive qui fera la différence. Parce qu'on prend l'exemple, on va rester dans le sport. Un petit exemple concret, on reste dans le sport et dans le foot. On prend l'exemple du gardien de but qui arrête un penalty, qui met le ballon en corner, et sur le corner, il se loupe, il y a but. Tu vois, c'est ok, il a réussi, il a arrêté le penalty, mais derrière, c'était quoi sa réaction par rapport à cette réussite? Elle a été désastreuse. Et c'est pareil. Donc, tu vois, c'est vraiment cette capacité à remettre le compteur à zéro à chaque fois. À chaque année, chaque mois, chaque journée, chaque semaine, chaque journée, chaque seconde. Et encore une fois, c'est pas parce que tu as réussi ou échoué pendant un an que tu vas avoir ce même résultat. Très intéressant, merci Steve pour ce partage-là. Et je trouve qu'on peut complètement bien sûr faire le parallèle avec la transition pro, c'est qu'à un moment donné, beaucoup de gens justement peuvent réaliser, enfin penser plutôt à une transition pro, mais avec la peur en fait, la peur de l'échec. Donc c'est-à-dire qu'en fait la personne se transpose sur un potentiel échec. Or, tout ce qu'elle va faire justement pour arriver à cette transition pro, c'est là-dessus qu'on va se focaliser. C'est-à-dire c'est toutes ces petites étapes intermédiaires qui vont faire que ça va faire des petits millimètres qui, à un moment donné,
ça nous amène au résultat final. Mais du coup, la seule concentration que tu dois avoir, et la concentration, peut-être c'est un mot qui te va bien parce que tu le connais aussi très très bien, tu pourras en parler pendant des heures. La seule concentration qu'on doit avoir, c'est sur l'instant présent, parce qu'encore une fois, c'est le seul qui existe. Si on part par exemple si on pense par exemple à un entretien d'embauche et que la personne se focalise en fait sur le fait je risque de pas être pris, ça veut dire que là, bien sûr, elle se met en conditionnement potentiel de ne pas être pris. Alors que la seule chose qui existe, c'est la relation qu'elle a avec le recruteur au moment où elle a la relation avec le recruteur. Après, c'est plus entre ses mains. C'est ça, exactement. Et quel que soit l'enjeu d'une situation, j'ai bien quel que soit l'enjeu d'une situation, par exemple, si vous êtes amené à passer un entretien de recrutement et vous savez que c'est votre entre guillemets votre dernière chance avant de plus avoir de droit, par exemple, c'est une situation qui pourrait exister. À ce moment-là, le résultat devient quand même secondaire. Ça peut être paradoxal, même si l'enjeu est énorme, l'enjeu est toujours secondaire par rapport à l'instant présent. Bien sûr. Non, complètement. Et ça, alors honnêtement, c'est quelque chose, je pense, qui est difficile à comprendre. Alors, pas difficile à comprendre, parce que c'est facile à comprendre, mais c'est difficile de se mettre sur un état d'esprit comme celui-ci. Et pour autant, c'est un vrai état d'esprit gagnant, parce que ça permet justement de ne pas être dans quelque chose qui va nous amener à un échec, parce qu'en fait, on va se conditionner à l'échec si on pense trop à ce qui va se passer après, quoi. Par exemple, ouais, exact. Ouais. Ok. Alors, du coup, aujourd'hui, donc, tu as rebondi, bien évidemment. Tu as le football, c'est derrière toi. Alors, même si je sais que tu as entre-temps été entraîneur, comme tu le disais, je l'ai pas trop dit effectivement en préambule, mais tu as aussi entraîné des gardiens de but, donc ça c'est intéressant. Parce que toi qui à un moment donné a souffert de ne pas pouvoir faire le poste comme tu voulais et qui du coup a capitalisé là-dessus, tu as pu retransmettre justement lorsque tu étais entraîneur. Donc ça c'est top. Mais aujourd'hui, ce que je souhaiterais, si tu veux, c'est que tu nous parles un petit peu justement de l'activité que tu fais maintenant et de ta réelle transition professionnelle entre ce monde de haut niveau dans le football à ce que tu fais aujourd'hui dans l'accompagnement, parce que l'accompagnement, c'est un mot très vaste, mais qui, toi, est très pointu parce que tu cibles un public en particulier avec des méthodes en particulier. Alors, explique-nous tout ça, Steve. Donc voilà, j'ai fait ma première formation au métier de coach en 2010 et en 2011 j'ai créé mon organisme de formation, et Datadocké, où les formations également peuvent être éligibles au CPF. Et aujourd'hui vraiment j'interviens sur deux thématiques précises qui sont le management de soi et le management d'équipe. Et moi, et toi comme tu le sais aussi, moi vraiment ce qui m'anime, ce qui m'inspire au quotidien, c'est accompagner les managers, les dirigeants, c'est accompagner les équipes afin d'associer l'équilibre émotionnel et la performance pour que chaque personne, chaque équipe atteigne une forme d'excellence. Et comme je dis, pourquoi je parle de performance et d'équilibre émotionnel, parce qu'aujourd'hui, on pourrait croire lorsqu'on parle de performance en entreprise, il pourrait y avoir des dommages collatéraux. Stress, burn-out, peur, ou quoi que ce soit, des pressions énormes, des horaires pas possibles. Pour moi, il est possible d'associer les deux parce que, voilà, je viens du sport de haut niveau et j'ai pris conscience qu'il m'a manqué des éléments super importants pour avoir accès à mon savoir-faire. C'est par rapport à ses ressources internes, tout ce qui est l'aspect émotionnel, l'aspect mental. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai construit des méthodes sur du management de soi et management d'équipe autour de ces critères et surtout pour transmettre toute mon expérience, toutes mes compétences par rapport à ce qui m'a manqué au départ, par rapport à ce qui m'a manqué quand j'avais la vingtaine. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'interviens auprès des managers, auprès des dirigeants notamment, pour que eux intègrent ces outils et qu'ils puissent influencer, qu'ils puissent aussi impacter leurs équipes. Ça, c'est ce qui est important pour moi parce que le manager, le dirigeant, il est au contact quotidien avec leurs équipes. Donc ça, pour moi, c'est à eux d'avoir ce rôle-là. Et comment ça s'est passé dans ma transition? Donc, c'est que, et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite aussi à faire, c'est que j'ai quand même continué le foot au haut niveau pendant un certain temps quand j'ai créé mon entreprise. Donc, ça m'a permis d'avoir ce détachement en termes de résultats pour mon organisme de formation. Parce qu'il y a une réalité, et là on va parler directement, il y a une réalité économique. Aujourd'hui, vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous nourrir, de vous loger, et quoi que ce soit, payer les factures ou quoi que ce soit. Ça veut dire que si, admettons, vous lancez dans une transition et vous n'avez pas, je dirais, cette ressource en parallèle par rapport à cette transition, par rapport à ce nouveau projet, effectivement, vous allez vous mettre une pression énorme il faut absolument que je réussisse, sinon je vais aller droit dans le mur. C'est-à-dire que si vous avez l'ambition, si vous avez l'intention de changer de voie, de créer quelque chose de nouveau,
Moi, je vous invite à garder votre job actuel, votre fonction actuelle et la développer en parallèle, développer votre projet qui vous tient à Hmm, cœur en parallèle. hmm, Et au fur hmm, et à mesure que ce projet qui vous tient à cœur prendra de plus en plus de place, vous allez voir que le boulot actuel je dirais, va s'atténuer et c'est le projet qui vous tient à cœur qui va le remplacer. Et ça, c'est hmm, vraiment quelque chose d'important et c'est ce que j'ai mis en place et que le foot m'a permis de vivre encore quelques années. C'est-à-dire que tout ce que j'ai développé par rapport à mon entreprise, par rapport à mon organisme de formation, eh ben, j'avais pas cette pression d'être dans cette réussite absolue. hmm, Ça, c'est quelque chose pour hmm, moi qui est important. C'est-à-dire que pendant les 2, 3 premières années, ben, garder le boulot actuel et développer son projet en parallèle. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a une hmm, réalité, on doit manger, on doit nourrir, l'argent est quelque hmm. chose. On est dans une société où l'argent a une place considérable. Et Hmm, s'il y a pas les revenus nécessaires pour manger, pour se nourrir, bah c'est effectivement, hmm, on peut ressentir des difficultés derrière. hmm, hmm. Oui, j'entends effectivement à travers ce que tu dis, Steve, hein, c'est cette notion de sécurité, c'est-à-dire en fait de mener finalement sa transition professionnelle comme un vrai projet, hein, c'est-à-dire qui t'amène d'étape en étape à vouloir à arriver finalement ou pas, parce que ça peut être ça aussi. Hein, c'est qu'à un moment donné, quand tu es sur le chemin, bah, tu peux très bien te rendre compte que finalement c'est pas le bon chemin. Et ça, c'est pas un échec. C'est juste qu'à un moment donné, tu te seras mis en action et que tu te rendras compte que c'est pas forcément ça. Il vaut mieux se rendre compte à ce moment-là. Et donc, d'où l'importance aussi, comme tu disais, d'avoir ce second job potentiel en parallèle qui va te permettre de t'enlever cette pression financière que tu peux avoir sur les épaules. Donc ça, c'est le premier élément que je retiens de ce que tu nous dis là, de ton expérience, ce style de transition pro. Et la deuxième aussi, que j'ai vraiment envie de mettre en avant ici, c'est que en fait, on peut réaliser un vrai virage. Parce que bien sûr, on a fait du lien pendant cet entretien, en tous les cas là où on en est à ce moment-là de l'entretien, on a fait du lien en disant oui, gardien de but, ça m'a amené effectivement à observer, à faire ci, à faire là. Donc en fait, il y a une certaine logique, mais c'est pour autant un sacré virage. Parce que tu as des personnes qui ont été dans le sport de haut niveau et qui sont toujours restées dans le sport de haut niveau pendant tout le temps. Et du coup, c'est comment dirais-je, ces personnes-là sont restées dans le même univers. Toi, tu as fait un vrai virage. Donc le message que je voulais vraiment donner là, de ce que tu nous donnes, Steve, c'est que le vrai virage est possible et qu'il faut l'oser si vraiment c'est un pourquoi et quelque chose de vraiment important pour nous. C'est ça. Et je rajouterais aujourd'hui, moi je me rends compte que les gens se construisent trop souvent autour d'un métier, c'est-à-dire autour de Mmh, compétences techniques. ouais, ouais, C'est-à-dire que s'ils changent de métier, ils ont l'impression de devenir plus rien, de plus exister. ouais, 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 Sauf ouais, c'est fou ça. qu'il y a un job qui est primordial, c'est de bosser son identité tous les jours. Parce que Ouais, le fait que bien sûr. l'identité, elle va vous suivre tout le temps. C'est-à-dire que si vous construisez votre projet sur des piliers uniquement de compétences techniques, bah, si vous Mmh, changez de job, ces compétences, elles vont disparaître, donc vous aurez plus de piliers sur lesquels vous vous appuyez. mmh, mmh, C'est pour ça mmh, que encore une fois, on est encore sur l'aide, sur l'identité. C'est quel que soit où vous en êtes aujourd'hui, moi je vous invite à bosser votre ouais, identité, cette connaissance de soi, c'est votre manière de fonctionner parce que ça va vous permettre de naviguer dans quel que soit l'environnement dans lequel vous évoluez. Et si vous êtes mmh, uniquement, si vous trouvez uniquement vos ressources sur des compétences techniques, bah, si vous changez de métier, vous aurez plus de mmh, ressources. Sauf que et à l'opposé, votre identité, elle sera toujours avec vous. mmh. Ça, c'est vraiment Très compétent, Ça, c'est complètement. vraiment quelque chose d'important et Ouais, ouais, vous allez voyager toute votre vie avec vous-même. mmh, D'où l'importance de renforcer cette identité. Et après, des compétences techniques, ça s'acquiert. On va en formation, on fait des formations, on retourne dans les études. La mmh, compétence technique s'acquiert. L'identité, mmh, ça s'acquiert également, mais c'est mmh, beaucoup plus long. mmh, Parce qu'il y a des systèmes de mmh, croyances, des systèmes de valeurs peut-être à revoir, à travailler, à mmh, renforcer, à mmh, modéliser, à faire évoluer. mmh, Donc c'est un peu plus long, mais sauf que c'est un job c'est un travail de l'ombre. C'est un travail de l'ombre, je le précise, un travail invisible, mais sauf mmh, que c'est grâce à ce travail-là que vous allez pouvoir vraiment voyager et franchir mmh. les tempêtes si vous en rencontrez. Merci Steve d'insister vraiment sur cet aspect de l'identité parce que évidemment dans une transition professionnelle, hein, c'est pour ça qu'on en parlait encore une fois en préambule, quand on se découvre, qu'on se redécouvre, comme par hasard, bah, ça nous ouvre en fait des champs totalement différents et le champ des possibles, vraiment. Hein, c'est une expression qui a tout son sens et qui prend tout son sens ici. Je fais un petit break entre guillemets parce que je vois qu'il y a des jolis commentaires qui sont là. Donc est-ce que vous D'accord. êtes là? Alors oui, je vois qu'il y a très peu de personnes qui nous quittent, donc c'est cool. Tant mieux, ça vous intéresse, c'est génial.
un commentaire que je vous lis, trois commentaires d'ailleurs. La force de la prise de recul et de la restitution de son expérience. C'est Franck qui nous dit ça. Il doit y avoir Kerry, je pense, ou Coraïs qui nous dit c'est très réaliste, quel beau message, waouh. Le courage et la niaque en ressort beaucoup depuis le début du live. Cela donne envie dès demain d'appliquer les conseils de monsieur. Waouh, Steve, c'est chouette. Il y a aussi une autre personne, donc ça c'est Kerry qui nous dit travailler notre identité, très intéressant. Donc là, tu vois, tu as soulevé effectivement de l'intérêt chez une de nos auditrices ce soir, parce que effectivement cette identité c'est vraiment un point fondamental. Alors je vois qu'il y a l'heure qui tourne et on se l'était dit en préambule. 30 minutes, 45 minutes, ça passe super vite. Alors, on va essayer, alors pas d'accélérer parce que on va certainement pas bâcler les choses et en plus, ça, les gens sont là. Pour autant, alors sauf si tu veux rajouter quelque chose d'instif par rapport à ce que je viens de dire là. C'est par rapport à cette transition. Alors, je sais pas si tu allais me poser la question ou pas, mais pour moi, il y a un élément qui est super important, c'est par rapport à l'environnement dans lequel vous évoluez. Et quand je parle de cet environnement, c'est notamment l'entourage. Parce que lorsqu'on effectue une transition, et moi je l'ai vécu émotionnellement, quand on passe du foot au métier de coach, et il y a 10 ans le métier de coach, on savait pas dire aujourd'hui on sait pas trop ce que c'est, mais il y a 10 ans c'était encore pire, c'est que tout le monde me prenait pour un fou. Tout le monde me prenait pour un fou et tout le monde me voyait aller droit dans le mur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est peut-être pas facile. C'est pour ça que c'est important de croire en vos rêves, mais surtout de croire en vous par rapport à ça, par rapport à cette transition, par rapport à l'orientation que vous souhaitez donner. C'est-à-dire que dans cet environnement, c'est sélectionner les personnes sur qui vous pouvez compter et en parler surtout. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma bulle. J'ai créé ma bulle par rapport au moment où j'ai commencé à me former j'ai commencé à me former au métier de coach et j'en parlais pratiquement à personne parce que j'avais peu de personnes sur qui m'appuyer. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important parce que vous avez certainement des idées que les autres ne voient pas. Et ça, c'est une réalité. Sauf que si vous en parlez trop à des personnes qui sont plutôt négatives ou qui aimeraient eux-mêmes faire une transition mais qui n'ont pas le courage ou qui n'ont pas les ressources pour le faire, ils vont projeter leurs croyances sur vous et c'est possible que ça vous influence mais d'une manière négative. C'est-à-dire que cet environnement, il est super important. Je dirais, c'est pas une obligation d'avoir un environnement, mais c'est surtout de sélectionner les personnes avec qui vous parlez de ce projet, de cette transition. Derrière, notamment si c'est de la famille, ce sont des personnes qui sont importantes pour vous, ça peut vous bloquer et ça peut créer le doute. Et quand on est en transition, notamment si on change vraiment d'activité, d'orientation et tout, bah oui, on peut se poser des questions, mais est-ce que je fais le bon choix ou quoi que ce soit? Par rapport au choix, il est impossible de savoir si la décision elle est bonne ou pas avant de l'avoir prise, cette décision. Évidemment. Alors, ce que tu dis là, Steve, ça me fait penser à moi un message que je passe souvent et du coup à quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux. Alors, on ne le connaît pas personnellement, mais c'est celui qui fait ça. Hein, c'est-à-dire à un moment donné, on se bouche les oreilles. J'ai beaucoup communiqué ces derniers jours sur te fie pas n'écoute pas le brouhaha en fait externe parce qu'il va plus effectivement t'amener vers des choses qui sont pas terribles. Voilà, donc focus sur ce que tu es, sur ce que tu as envie de faire, etc., etc. Et du coup, Steve, là, tu as tendu une belle perche sur une question que je voulais te poser. C'est que finalement, quand on fait une transition professionnelle, tu as commencé un petit peu à l'aborder, mais c'est que c'est important de faire des rencontres et elles n'arrivent pas par hasard. Est-ce que toi, du coup, justement, sur ta transition, tu as eu des personnes qui ont été un peu clés et qui sont-elles pas forcément des noms, mais tu vois, qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi c'est important? Alors, bien sûr. Moi, j'ai eu trois personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé dans ce cheminement. La première personne, c'est mon premier formateur en métier de coach. Il m'a donné envie de me développer dans ce métier, de transmettre, de vraiment de devenir un coach professionnel. Ensuite, il y a le deuxième formateur quand on s'est rencontrés sur la formation au métier de coach, c'est Lionel Caterini, où lui là c'est au-delà de sa compétence technique en tant que coach, par rapport surtout son leadership, sa personnalité qui m'inspire encore parce que je suis encore en contact avec lui. Et puis il y a toi également, le fait qu'on se retrouve vraiment sur déjà dans un lieu qui a rien à voir avec le coaching et que derrière on se retrouve sur une même session, qu'on échange sur des sujets qui sont intimes et tout.
Donc ça a permis de mesurer notre progression, d'avoir des feedbacks des feedbacks qui sont à la fois neutres, puissants et sans jugement. Ça permet vraiment de grandir. Et quand je parle de l'environnement, c'est ça, c'est savoir ce type de personnes autour de toi qui te permettent de te faire progresser sans qu'ils te mettent des bâtons dans les roues. Alors déjà, merci pour ce message, Steve. Je suis très honoré de faire partie effectivement des personnes qui ont eu qui ont été importantes pour toi justement dans cette transition pro. C'est cool. C'est vrai que c'est super important de faire ces rencontres. Et du coup, on pourrait peut-être glisser ce fameux message, alors qu'on voit beaucoup, hein, mais qui je pense quand même est assez vrai globalement. On dit grosso modo, c'est plutôt les neurosciences qui donnent ce chiffre-là, que tu ressembles finalement, enfin que l'on ressemble nous tous, hein, aux 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc ça veut dire que si à un moment donné, dans notre entourage, quel qu'il soit, hein, c'est-à-dire amical, professionnel, familial, etc., les personnes que l'on fréquente le plus, en tous les cas les 5 que l'on a, et d'ailleurs faites l'exercice peut-être vous chez vous, demain ou tout à l'heure, après ce live, regardez les 5 personnes que vous fréquentez le plus, est-ce qu'elles vous tirent vers le haut, est-ce qu'elles vous tirent vers le bas, est-ce qu'elles vous font stagner, etc. Et ça, je pense que c'est un vrai exercice à faire, parce qu'à un moment donné, il ne s'agit pas forcément de tout envoyer bouler, parce que notamment si c'est la famille, on est obligé, alors obligé entre guillemets, mais de garder certaines relations, mais de pouvoir quand même malgré tout redescendre peut-être à un niveau je dirais, de fréquence, etc., pour justement faire ce que je disais tout à l'heure, et ce que tu avais très bien dit aussi tout à l'heure aussi, c'est se mettre dans la bulle. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui disent, pour l'entourage, 2000% d'accord, ça a été dit par 2 personnes différentes qui ont employé 2000% à chaque fois. Et complètement d'accord, dit Franck aussi. Voilà, donc on est plutôt sur un partage de nos avis, en tous les cas, qui sont que nos expériences, encore une fois. Hein. Avec Steve, on le dit toujours, hein, nous, on n'a pas la science infuse, c'est le terrain, c'est ce que l'on fait aujourd'hui qui nous fait dire ça, mais après, voilà. Ok. Bien, alors Steve, du coup, est-ce que, en conclusion un petit peu, alors non, pardon, avant de parler de conclusion, je voudrais d'abord te poser la question, finalement, pour toi, selon Steve, quels sont les atouts fondamentaux qu'il faudrait avoir et ou développer pour réaliser une transition professionnelle? Mon premier atout, c'est pour la réussite, c'est d'avoir un projet déjà qui te permet de te faire vivre actuellement et de développer ton projet qui te tient à cœur en parallèle. Ça, c'est quelque chose pour moi, qui est primordial pour aussi te détacher de cette réussite absolue. Ça, c'est quelque chose de primordial. La deuxième, on vient d'en parler, c'est l'environnement. Cet environnement, il est capital parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est beaucoup sur le paraître, sur la peur d'être critiqué, sur la peur d'être jugé, sur si j'y réussis pas, je vais passer pour qui, tu vois, ils vont dire je vais donner raison aux autres et tout. Et ça, ça peut te freiner dans ta transition. Donc c'est créer ta bulle. C'est créer ta bulle. Moi, ce que j'aime bien, c'est travailler dans l'ombre. La réussite se chargera de faire du bruit. Donc, travail dans l'ombre, c'est le travail invisible qui est le plus important, que ce soit dans le sport de haut niveau ou quoi que ce soit, c'est le travail qui est super important. Ensuite, et ce qui est paradoxal, c'est que c'est vraiment par rapport à cette transition, c'est vraiment être dans l'instant. C'est vraiment être dans l'instant et presque pour dédramatiser tout ça, ton objectif, ça serait peut-être de foirer ta transition pour vraiment être détaché de cette réussite. Et plutôt être dans l'apprentissage d'une nouvelle chose, de l'apprentissage d'une nouvelle connaissance, toi élever ton niveau de conscience pour que derrière, si ça marche, tu fonces, si ça marche pas, ça te permet de prendre du recul et de réadapter ta philosophie, ta façon de voir les choses. Ouais, donc ce que j'entends dans ce que tu dis là, Steve, c'est qu'effectivement, c'est plante-toi pour justement pouvoir capitaliser sur le fait de t'être planté. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le dit aussi dans les commentaires, c'est accepter l'échec qui est aussi important que d'accepter le succès. Merci pour les conseils donnés dans le livre. Donc, c'est une fidèle ou un fidèle lecteur ou lectrice qui dit ça effectivement ce soir. Pour ainsi dire, c'est chaque jour tu te réinventes en vrai. Ouais. Chaque jour tu te réinventes et c'est ce que tu décides de faire par rapport à ce que tu as obtenu la veille.
Tu vois, Ouais. je prends l'exemple de la personne qui fait comme ça. Là, j'ai lu une interview sur France Football. Il disait finalement, j'ai plus Ouais. rien à prouver. C'est juste une question entre moi et moi, entre moi passé et mon moi futur et ce que je vais faire dans le Ouais. présent. Ouais. Finalement, Ouais. c'est que ça. C'est que Bien ça. sûr. C'est toi d'où tu viens, toi où tu vas aller, toi qu'est-ce que tu vas faire Mm. maintenant par rapport à Mm. ça. C'est-à-dire, c'est Mm. important quel que soit où vous en êtes aujourd'hui, quelle que soit votre éducation, votre parcours ou quoi que ce soit, c'est d'où je viens, où je vais, et surtout c'est capitaliser d'où je viens, parce que trop souvent on met de l'ombre sur notre passé, sur nos expériences, sauf que c'est en mettant de la lumière sur nos ombres qu'on va pouvoir l'accepter, qu'on va pouvoir avancer et qu'on va pouvoir capitaliser ces expériences et où je vais. Et le fait Mm. d'équilibrer ce passé, ce futur, nous permettra vraiment d'être dans l'instant. Mm. Ça, c'est quelque Mm. chose de super important. Et Ouais, c'est encore clair. une fois, on peut jamais savoir si on prend la bonne décision par rapport à cette transition. C'est impossible de Mm. savoir. Mais par contre, Mm. savoir cette capacité à donner le meilleur de soi-même dans l'instant, tout en Mm. prenant du recul pour réadapter le chemin si besoin, si besoin. Ouais, Et, c'est sûr, et complètement. comme je dis, moi aujourd'hui, ce que je fais, j'adore, ça me passionne, ça m'inspire, je le fais sans effort, j'ai pas besoin de faire des efforts pour faire ce que je fais. Mais je me dis toujours, peut-être dans 5 ans, je ferai autre chose. Et ça me surprendrait pas. Sauf que ce que Mm. je fais aujourd'hui, je suis passionné, ça m'inspire, Mm. ça me permet de Mm. grandir émotionnellement, ça me Mm. permet de grandir en tant que professionnel, en tant qu'homme. Et puis Mm. après, ça m'empêche pas de rester à l'écoute d'opportunités qui pourraient peut-être m'emmener sur d'autres voies, peut-être ou pas. Intéressant. C'est-à-dire que c'est important vraiment d'être passionné par ce que tu fais aujourd'hui. Mm. Et c'est parce que tu vas être passionné par ce que tu fais aujourd'hui, tu vas donner le meilleur de toi-même et tu vas Mm. pouvoir, j'irais obtenir, découvrir des Mm. opportunités ou Mm. foncer dans ton chemin. Mm. Ouais, complètement. Complètement. Et ça, tu vois, ce que tu dis là, c'est vraiment quelque chose quand j'arrive à mon accompagnement, moi, sur justement expliquer le projet professionnel. C'est vraiment ce que j'explique, c'est-à-dire qu'en fait, un projet professionnel, ça s'envisage potentiellement dans le temps et non pas sur une période très courte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mmh. comme tu le dis, tu fais un métier qui te passionne, mais il faut pas rester enfermé là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours être dans l'esprit qu'un projet pro, il fait partie de ta vie et réciproquement. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Le projet pro fait partie de ta vie et ta vie fait partie de ton projet pro. Et finalement, ça fait partie d'un tout. Et si ça fait partie d'un tout, bah, ça veut dire que quelque part, c'est bien plus puissant et c'est quelque chose qui te ressemble assurément. C'est ça. Et c'est comme ça que je suis devenu entraîneur. C'est, Ouais. j'ai aucun diplôme d'entraîneur. J'ai 0 diplôme d'entraîneur. Mais un jour, on vient me voir pour me proposer un poste d'entraîneur. Mais je dis, Mm. c'était Karim Mokedem, si vous connaissez un petit peu le foot, il entraîne Bourg-Perona actuellement. Je dis, mais Karim, je connais rien. Il me dit, non, mais je connais ta personnalité, je sais que tu peux transmettre et tout. Je dis, Mm. bah, j'ai besoin d'un temps de réflexion. Et c'est vrai que je dis, bah, le métier d'entraîneur, c'est le même métier que formateur, que coach professionnel, sauf que tu es sur le terrain Ouais. de foot. Ouais. Et Ouais. c'est pour ça que j'y suis Ouais, allé. mais non, non. Et c'est parce que j'étais à l'écoute des opportunités que ça Mm. m'a permis d'avoir une nouvelle casquette et de m'enrichir vraiment, Mm. d'une manière énorme sur le management d'équipe, sur le management Mm. de l'être humain. Donc c'est Mm. ça, c'est que ok, on peut être focus sur quelque chose de bien précis, mais tout en prenant du recul et en ayant une vision globale de la situation Mm. pour voir les opportunités qui pourraient nous aider aussi Mm. Mm. à avancer. Ok, cool. Merci pour ce partage-là aussi, Steve. Alors, en conclusion, si tu veux bien, Ouais. toi, qu'est-ce que, si tu avais donné un conseil finalement, alors, tu en as déjà un petit peu parlé, mais là en guise de conclusion, euh, sur une transition professionnelle, elle est l'idée clé que tu as envie de donner, alors peut-être que tu peux le faire aussi à travers un outil, je sais pas, mais en guise de conclusion, qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur la transition pro? C'est aller travailler, aller identifier, aller clarifier vos importants en termes d'être, en termes de faire, en termes d'avoir par rapport à l'aspect professionnel. Je veux dire, Hmm. c'est quelle personne vous souhaitez devenir dans votre travail. C'est qu'est-ce que vous souhaiteriez faire, qu'est-ce que vous souhaiteriez obtenir par rapport à ce projet professionnel. Et Hmm. c'est vraiment travailler autour de ces valeurs, de ces importants, parce que ça va définir vos motivations intrinsèques et extrinsèques. Ça, Hmm. c'est vraiment important et c'est ça la base. C'est ça la base Hmm. Hmm. de ce travail. Je peux donner l'exemple du cercle d'or de Simon Sinek. Allez voir, c'est une Hmm. vidéo sur YouTube. Fabuleux, C'est, c'est fabuleux. c'est une vidéo, elle est fantastique. Allez voir Simon Sinek sur le cercle d'or. Et vraiment, c'est travailler vos importants,
clarifier vos importants pour avoir ce socle. Et c'est à partir de ce socle que vous allez travailler votre identité. Moi, je parle du principe que l'identité, c'est le noyau du fruit. Le noyau, s'il est bon, le fruit sera bon. Le noyau, s'il est pourri, le fruit sera pourri. Et le fruit, l'extérieur, c'est simplement des compétences techniques. Très, très belle image. Nous, dans notre métier, Renaud, on voit des coachs, ils sont peut-être techniquement pas très forts, mais parce qu'ils ont cette identité qui vont faire la différence. Et inversement, des coachs qui sont très forts techniquement, mais ils n'ont pas une identité en adéquation, donc ça veut dire qu'ils sont forts. Donc c'est pour ça que ça, on le voit dans tous les domaines dans toutes les activités. On peut le voir dans le sport de haut niveau, on peut le voir dans l'entreprise, on peut le voir chez les médecins, chez les dentistes, chez les managers ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un conseil, c'est travailler ses valeurs, clarifier vos importants en termes d'être, de faire et d'avoir. Et un autre, c'est demandez-vous ce que vous êtes prêt à payer pour travailler. Ouais, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, effectivement, c'est important. C'est important ce que tu dis là, c'est très très important. Ça donne le tempo sur savoir quel sacrifice je suis prêt à faire pour ce métier. C'est ça. Parce qu'en fait, tout se fait pas en claquant des doigts, c'est qu'effectivement, quand tu pars sur du changement, il y a forcément ce que l'on appelle ce fameux prix à payer. On l'a évoqué. On prend l'exemple, est-ce que tu es prêt toi à financer ta formation, ou même par exemple pour nous, le nombre de salles, de conférences gratuites qu'on a faites en présentiel, qu'on a payé les salles, qu'on a fait de la publicité pour délivrer un message gratuitement. C'est par exemple, c'est ça l'indice. Est-ce que tu es prêt, par exemple, nous dans notre métier, est-ce qu'on est prêt à financer une salle, à faire de la publicité pour finalement pour faire quelque chose de gratuit. Donc est-ce que tu es prêt à payer pour travailler? Et généralement aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est plutôt non, je travaille pour être payé. Mais moi, je vous invite à changer la spirale. Est-ce que je suis prêt à payer pour travailler? Ouais, très bien ça. Est-ce que tu es prêt à investir sur toi pour ce travail? Parce que si toi-même t'es pas prêt à investir pour toi, pourquoi l'autre voudrait investir sur toi? Bien sûr. C'est ça la question à poser. Donc c'est prendre le temps, c'est réfléchir à ça et de se dire ok, ça peut te donner des indications sur toi, sur ton passage à l'action. Ok Steve. Bon, eh bien écoute, merci infiniment pour du coup cette heure passée ensemble. On avait dit 30-45 minutes. Je savais que ce serait difficile, mais bon voilà. Du coup, mais je pense qu'on aurait pu parler encore pendant longtemps. Ouais, on a perdu quelques personnes au passage, mais c'est vrai que bon, c'est déjà 22 heures, etc. Mais en tous les cas, il y a eu des vraies participations aussi, avec des personnes qui nous ont fait des commentaires. Je vois un merci qui arrive à l'instant. Je vois l'échec ou l'expérience plutôt est un résultat obtenu à l'instant T pour pouvoir avancer demain. Enfin bref, il y a eu pas mal d'interactions pendant cette interview de Transition Pro avec toi, cher Steve Le Gall, et je t'en remercie vraiment infiniment. Il y a Franck qui nous dit merci beaucoup, c'est très enrichissant. Donc voilà, on va souhaiter, merci beaucoup, encore une autre personne qui nous dit merci beaucoup. On va souhaiter vraiment une belle soirée à toutes les personnes qui nous ont suivis. Un grand merci d'avoir passé ce temps avec nous. Et Steve, je te laisse le mot de la fin bien naturellement et je te remercie vraiment encore une fois infiniment pour ce temps passé et que tu m'as consacré, que tu nous as consacré. Merci, merci Renaud pour ton invitation. Merci à vous tous pour votre présence, pour un dimanche soir et tout. On espère vous avoir apporté de l'information, des solutions par rapport à cette transition pro. J'étais ravi de partager ce moment avec vous, au plaisir d'échanger à travers Renaud sur vos retours et tout. Si je peux rester à votre disposition, vous voyez avec Renaud, passez par Renaud pour que je vous apporte des précisions. En tout cas, merci à toi Renaud pour ta confiance et puis au plaisir de vous croiser. Bon, c'est cool. Merci Renaud, merci. Merci à deux. Merci, bonne soirée. Et pensez que le meilleur est à venir. Je m'en remercie pour les commentaires. Donc voilà, merci à vous. Belle soirée à vous et à très très bientôt. Steve, on reste en antenne bien sûr. Ciao à tout le monde, merci. Bye bye. Ciao. C'était un vrai plaisir.